Cette année, je pars à la découverte du partage d'idées, sous format vidéo. Sur le plan macro, j'y prends un plaisir énorme, mais au quotidien, c'est un petit peu plus compliqué, surtout lorsque j'essaye d'évaluer mon travail, lorsque je le compare avec celui de vidéastes qui ont une audience énorme. Ça a pu être douloureux aussi lorsque je comparais ma photographie avec celle d'autres photographes. J'ai pu très souvent rentrer dans des spirales négatives. Croyez-moi, je me suis rendu minable parfois. La comparaison est une habitude qui nous touche tous, pour la simple et bonne raison que nous vivons en société, et que vivre hors du social est de l'ordre de l'utopie, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Et que ce soit ces personnes qui sont en couple autour de vous alors que vous êtes célibataire, ces connaissances qui ont une situation professionnelle plus enviable que la vôtre, cette personne qui fait ressembler chacune de vos productions artistiques à celle d'un gamin de 5 ans, la comparaison peut être très douloureuse parce qu'elle vient attiser des sentiments, des sensations qui n'ont rien à faire avec notre bien-être. L'impression de ne pas être à la hauteur, la jalousie, l'envie. Et du sentiment, on en vient parfois au ressentiment lorsque on estime faire aussi bien que les autres, mener une vie droite, travailler dur et pourtant ne pas être reconnu à sa juste valeur. Vous avez sans doute dû entendre cette phrase 100 fois, « comparaison n'est pas raison ». Je crois que c'est un très joli mot de Raymond Queneau, mais peut-être que nous n'arrivons pas complètement à l'appliquer parce qu'il ne prend pas parfaitement en compte la réalité. La comparaison a une fonction indispensable dans la construction de l'individu. Non seulement elle nous permet de définir ce qu'on veut être, mais aussi ce qu'on ne veut pas être. Et tout ce process a commencé lorsque, gamin, on comparait nos jouets avec les jouets des autres, lorsqu'on estimait que telle matière valait mieux qu'une autre, que telle équipe de foot était supérieure à une autre. La comparaison, c'est juste un processus d'évaluation qui nous permet d'étoffer notre pensée, de la rendre plus juste, mais aussi de progresser en tant qu'individu pour être encore plus utile à la société. Pourquoi est-ce qu'on se compare? Parce que les êtres humains cherchent en permanence à améliorer leurs aptitudes. Donc on peut se dire « je vais arrêter de me comparer aux autres », mais il me semble que c'est non seulement pas souhaitable pour l'individu, mais aussi pour la société. Pourtant, si c'est naturel, pourquoi est-ce que c'est si dur, parfois? Je pense que l'essentiel, c'est d'arriver à construire une relation saine avec elle, et de la maintenir dans des limites raisonnables. J'imagine que toute la question, c'est de savoir comment obtenir tous les bienfaits de la comparaison en termes de construction de soi, sans ressentir cette anxiété paralysante qui nous empêche de garder notre cap et qui nous renvoie dans un certain sens à notre insignifiance. J'aimerais partager avec vous quelques idées qui me permettent de poser les choses. Encore une fois, je pense que la comparaison est tellement ancrée en nous qu'il est difficile de s'en défaire, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour aller de l'avant dans le respect de soi et des autres. D'abord, les réseaux sociaux ont multiplié notre exposition au temps fort de la vie d'un individu. Les réseaux sociaux, ce sont nos vitrines, on y montre nos plus belles pièces, nos plus belles photos, l'acquisition de notre maison, la naissance de notre enfant, des photos de voyage, des photos de bouffe en tout genre, et je pense que ça peut mettre à mal notre perception de la réalité. Si ce jour-là, vous avez eu une journée plutôt normale, moyenne, comme on en a la plupart du temps, ce ruissellement de « regarder ma vie géniale » peut être très agressif. Mais au fond, on ne connaît pas la vie des gens. On n'a pas la même famille, la même trajectoire, les mêmes capacités, les mêmes problèmes, et peut-être que cette personne qui a ce statut que vous rêveriez d'avoir a une vie personnelle misérable. Donc je pense qu'il faut avoir cette idée en tête. Les réseaux sociaux, ce sont juste nos vitrines. Seulement, on est tous passés par là. De temps en temps, relativiser ne suffit pas et prendre des breaks de temps à autre, ce sont d'excellentes opportunités pour que je puisse prendre du recul et me concentrer sur l'essentiel. Et la déconnexion, il faut l'essayer pour se rendre compte à quel point elle nous fait revenir à un état de calme et de sérénité. En ce qui me concerne, les périodes de comparaison excessive viennent souvent dans des moments de consommation excessive de contenu. En ce moment, j'utilise Instagram et Facebook 2 fois par semaine. Le reste du temps, les applications ne sont même pas sur mon téléphone. Croyez-moi, ça évite bien des prises de tête. Si ensuite je veux les réinstaller, ça ne me prend que quelques secondes. Et si c'est votre première fois, commencez petit, 1 journée par semaine, c'est très bien. Mais vous pourrez ensuite décider si les réseaux sociaux apportent vraiment ou pas de la valeur dans votre vie. Il y a une autre phrase que j'ai souvent entendue lorsque gamin, j'ai pu montrer des signes d'insatisfaction sur la vie que j'avais ou sur mes possessions. On m'a souvent dit « pense un peu à tout ce que tu as par rapport à certains ». Et lorsque la comparaison est descendante, elle ne nous pose pas problème, n'est-ce pas? Elle nous pose problème lorsque la comparaison est ascendante, lorsque on se compare à des personnes qui ont plus, qui ont mieux que nous. Carl Jung, l'éminent psychiatre, disait « l'idéal est votre juge ». Et je crois qu'il y a 2 choses à réaliser. C'est qu'à la fois, on ne peut pas ne pas se comparer parce que sinon on n'a pas de point de mire vers lequel orienter son but.
Mais en même temps que cet idéal, par le fait même qu'il est idéal, nous renvoie en permanence à nos insuffisances et donc nous juge. Et c'est très important pour moi d'être en contact fréquent avec un idéal pour identifier les compétences sur lesquelles je dois travailler pour parvenir au même résultat. Quand on procède de cette manière, on met l'affect de côté. Et j'essaye de ne pas oublier que c'est souvent mon discours interne qui provoque les réactions épidermiques que je ressens parfois. Plus je dispose de méthodes d'objectivation, plus je laisse d'espace à la raison et plus l'affect se volatilise de lui-même. En 2005, des chercheurs ont étudié un panel de joueurs d'échecs pour comprendre quelle était la clé de l'excellence. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas la pratique en tant que telle, mais le nombre d'heures passées à l'étude du jeu des grands maîtres. Donc ils ne se sont pas dit « Oh, quelle horreur, je ne serai jamais aussi bon qu'eux ». Ils ont disséqué leurs compétences, ils ont disséqué leurs points forts et leurs points faibles pour essayer de travailler sur leurs propres faiblesses et s'améliorer dans leur pratique. Et je crois que c'est ça qui est formidable dans l'espèce humaine, c'est qu'on peut apprendre des succès d'autres êtres humains. Mais le plus important, je crois, c'est d'utiliser la bonne métrique. Souvent, on se mesure à des personnes qui n'ont pas la même trajectoire que nous, qui ont parfois 10 ans d'avance dans ce à quoi ils excellent. Le bon maître étalon, c'est nous-mêmes, et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire, après tout, qu'essayer d'être un petit peu meilleur aujourd'hui qu'on ne l'était hier ? Et je sais que je suis beaucoup trop exigeant vis-à-vis de moi-même, que je devrais montrer beaucoup plus de bienveillance à mon égard, un peu comme celle qu'on a avec les enfants. On veut qu'ils progressent, donc on leur donne un objectif, mais pas trop élevé, sinon ce serait une catastrophe d'un point de vue psychologique. Marc Aurèle disait « Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même ». C'est très vrai, et à chaque fois que la comparaison est douloureuse, on doit pouvoir interroger notre propre appréhension des choses, notre propre discours interne. Et en fin de compte, cette comparaison destructrice qui nous pose problème à tous vient poser des questions encore plus profondes, à savoir, est-ce qu'on fait naître notre contentement de l'intérieur ou est-ce qu'on le fait dépendre de capacités, de possessions qui ne sont pas les nôtres ? Est-ce que vraiment cette aptitude externe que je n'ai pas me rendra plus heureux ? C'est une très bonne chose de vouloir améliorer ses conditions de vie, mais à partir du moment où nos besoins primaires sont assurés, je trouve ça très difficile à tenir de lier son bonheur à des choses qui sont hors de notre sphère de contrôle. On vit dans un monde hyper compétitif, on a été entraîné depuis tout petit à être les meilleurs au sport, à l'école, au travail, on est conditionné pour se comparer aux autres. Mais force est de constater qu'on a oublié de nous apprendre ensuite comment ne pas perdre pied avec la réalité. Est-ce qu'on utilise la comparaison comme un réveil pour aller de l'avant en communion avec les autres ? Est-ce qu'on la subit en la laissant embraser nos émotions négatives ou est-ce qu'on essaye d'adopter une démarche constructive en mettant de côté l'affect, les passions tristes comme l'envie, la jalousie ? Est-ce qu'on protège notre discours interne ? Est-ce qu'on cultive la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes ? Est-ce qu'on ne considère la notion de progrès que vis-à-vis de la personne que nous étions hier et de rien d'autre ? J'espère du fond du cœur que ces quelques mots résonnent en vous. Merci pour votre attention. Je vous retrouve très vite.